pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera notre terre de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi du Père, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent de par le monde. Merci encore d'être avec nous en ce 12 octobre 2024. Nous sommes bel et bien sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous célébrons le festin intellectuel, où chacun vient donner librement ses idées pour permettre à toute l'humanité d'apprendre quelque chose de nouveau, de progresser à travers la connaissance. Merci à tous ceux et toutes celles qui donnent de leur temps, de leur énergie pour partager cette vision et cette philosophie, pour permettre à ceux qui n'ont pas encore eu accès à certaines connaissances de les avoir. Merci à tous ceux et toutes celles qui, chaque jour que Dieu fait, à travers plusieurs méthodes, arrivent à convaincre et à informer ceux qui en ont besoin. La plateforme, c'est une plateforme libre, c'est une plateforme indépendante qui permet à tout le monde, je dis bien à toutes les obédiences, de s'exprimer. Nos seules conditions sont le respect strict et des propos qui sont appuyés par des preuves. Et donc, il est permis à tout le monde de parler. Aussi, nous permettons que toutes les langues du monde soient parlées ici. Toutes les langues du monde. Je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous faisons, c'est un travail que nous voulons laisser à ceux qui vont venir après nous. Et donc, il est important qu'on puisse communiquer avec le monde et non seulement la Côte d'Ivoire pour laisser nos traces. Et donc, tous ceux et toutes celles qui veulent parler dans leur langue maternelle, vous pouvez le faire ici et c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cela. Et je l'ai dit, c'est aussi l'opportunité de nous exprimer, puisque le monde est changeant. Les réalités du monde changent. Hier, nous ne pouvions pas parler. Au temps d'un certain Laurent Gbagbo ou au temps d'un certain Henri Konan Bédié, la réalité politique empêchait que les uns et les autres puissent parler. Il n'y avait pas aujourd'hui les canaux, il n'y avait pas les mécanismes, il n'y avait pas aujourd'hui Facebook et tout ce que vous connaissez. Si nous ne disons rien aujourd'hui et que demain, les réalités du monde venaient à changer et que nous n'avons plus accès à cela, à qui est-ce que nous allons nous en prendre? Voilà autant de questions qu'il faut se poser et profiter toujours des opportunités de son temps pour essayer de marquer son histoire. Aujourd'hui, nous allons avoir 4 sujets. Le premier sujet concerne le renforcement de notre dispositif militaire en Côte d'Ivoire. En français simple, on vient de payer des véhicules Cobra 2 autocars. Ce sont des véhicules militaires qu'on va distribuer à la gendarmerie et
aux forces militaires de la Côte d'Ivoire. Après, on va vous informer le 43e BIMAN, le plus grand camp militaire français de la Côte d'Ivoire, qui va plier bagage bientôt. Et après cela, on va aussi parler du bon classement selon la Banque mondiale des pays qui ont une bonne qualité de leur politique et de leurs institutions. On va citer les pays. Depuis hier, j'ai mis le lien. Et tous les pays de l'Afrique subsaharienne sont cités. Et la Côte d'Ivoire est parmi les 5 premiers. Et vous voyez donc que la Côte d'Ivoire du docteur président Ouattara est toujours citée parmi les premiers. Ça, c'est un très bon signe. Et le 4e et dernier sujet, on va expliquer pourquoi il est impossible, sinon carrément difficile pour la société ivoirienne de pouvoir se convertir à la démocratie. Pourquoi, malgré les efforts qui sont faits pour démocratiser notre société, les gens ont des problèmes pour s'adapter. C'est un texte de Père Alexis Diette que nous allons lire et aussi expliquer selon nos capacités. Sujet numéro 1. Renforcement des capacités militaires. La Côte d'Ivoire s'équipe de 10 nouveaux véhicules Cobra 2 d'autocar. C'est un article qui a été publié par afriquesoir.net le 11 octobre 2024. La Côte d'Ivoire s'engage à solidifier son partenariat avec le fabricant turc de véhicules blindés Cobra 2 d'autocar. Selon des informations relayées par le média Africa Intelligence, une équipe d'autocar est actuellement en mission à Abidjan pour finaliser 2 nouveaux contrats d'acquisition d'équipements militaires. Donc, l'information elle-même que afriquesoir.net nous donne, afriquesoir.net nous dit que c'est avec Africa Intelligence qu'eux, ils ont eu la nouvelle. Et la nouvelle, elle est la suivante. Il y a des Turcs qui sont actuellement à Abidjan. Pourquoi ils sont à Abidjan? Ils sont à Abidjan parce que le ministère de la Défense a besoin de certains véhicules blindés et ce n'est pas n'importe quel véhicule blindé. Ce sont des blindés Cobra 2. La compagnie qui les fabrique s'appelle Autocar. O-T-O-K-A-R. Et vous allez comprendre pourquoi je lis l'article. Parce que ce sont des véhicules blindés qui peuvent passer sur des bombes. Ça peut passer sur bombe. Et puis la bombe là va éclater. Mais lui, il est là et puis il dit, il y a quoi? Et puis on dit, non, il n'y a rien, il faut continuer. Donc, ce n'est pas n'importe quel véhicule. Et donc, ils sont à Abidjan actuellement là pour mettre les derniers points du contrat ensemble et puis vont livrer les véhicules. Début septembre, les équipes du fabricant turc de véhicules militaires étaient en train de finaliser avec Abidjan 2 nouveaux contrats visant à équiper les forces armées de la Côte d'Ivoire et la gendarmerie, a fait savoir le média Africa Intelligence. Donc, comme je le disais, ces nouveaux véhicules blindés, c'est pour les donner à la police, à la gendarmerie et puis aux FACI, c'est-à-dire les forces armées de la Côte d'Ivoire, pour simplifier aux militaires. Donc, c'est pour donner ça aux militaires et puis aux gendarmes. Selon nos informations, ces accords qui devraient être conclus portent sur la livraison de 10 véhicules blindés destinés à équiper les forces armées de Côte d'Ivoire, en abrégé FACI, ainsi que la gendarmerie nationale. Ce partenariat n'est pas une première. Autocar ayant déjà fourni plusieurs dizaines de véhicules blindés aux FACI par le passé, accompagnés d'un soutien technique essentiel. Et là, ce n'est pas la première fois qu'on commande des véhicules blindés. Mais cette fois-ci, on en a pris 10 avec des caractéristiques très évoluées. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le ministère de la Défense ivoirienne s'adapte en fonction
de l'offre du marché. C'est-à-dire que dès qu'il y a de nouveaux matériels qui sortent, ils essaient d'être à jour. Et cette fois-ci, ces 10 véhicules blindés de type Cobra 2 4x4. Il aura un véhicule blindé modulaire reconnu pour son excellence, pour sa mobilité et sa protection avancée contre les menaces, notamment les balles et les mines. Avec sa capacité de charge élevée et sa flexibilité d'utilisation, le Cobra est adapté à divers types de missions, allant des opérations urbaines aux missions de maintien de paix. Et donc, comme je vous le disais, on ne prend pas des véhicules parce qu'ils sont gros, comme on le voit chez certains dans le Sahel. Mais nous prenons des armes qui rentrent dans le 21e siècle. Nous prenons les armes de dernière catégorie. Et donc, ces armes-là, on peut les utiliser dans des combats urbains. On peut les utiliser dans des combats de guérilla. Vous les gars qui dites que vous allez marcher là, on va utiliser ça contre vous. On peut utiliser ça sur des champs de guerre. Vous les Maliens, Burkinabés qui veulent nous attaquer là, on va utiliser ça contre vous. Et on peut utiliser ça pour aller maintenir la paix dans certains pays. Parce que nous ne sommes pas seulement une armée pour mater les velléités anarchistes. Nous ne sommes pas une armée qui cherche à faire inutilement palabre, mais nous nous faisons respecter. Et au-delà de cela, de pouvoir maîtriser notre paix intérieure en matant les velléités contestataires et anarchistes, on peut aussi mater tous nos voisins qui sont à côté. Mais après, c'est quand on finit tout ça là, les gens nous disent là, les armements que vous avez là, on a besoin de ça pour aller imposer la paix dans le monde. C'est à cause de la qualité aussi de nos armements que le monde entier a toujours besoin de nous en tant qu'une force aussi de maintien de la paix. C'est de ça qu'il est question. Et donc, ce n'est pas une armée de froussards dans le désert avec de grosses dents dans le carrier qui ont des armements de la Deuxième Guerre mondiale. Et hier, 3 de leurs drones l'armée algérienne a battu 3 de leurs drones. Donc, nous, on n'est pas là pour s'amuser avec quelqu'un. C'est pourquoi on ne parle pas beaucoup. Au lieu de se focaliser à combattre les djihadistes et à maintenir la paix, voilà des pays qui n'arrivent même pas à maintenir leur paix intérieure, qui veulent créer un champ de désordre à travers le monde et la sous-région ouest africaine. Mais nous allons vous imposer la paix. Ces performances remarquables sur une grande variété de terrains et dans des conditions climatiques difficiles en font un atout précieux pour les forces armées ivoiriennes. Ce sont des véhicules-là. On a testé ça sur plusieurs champs de guerre, dans le désert, dans les endroits où il y a marécageux. Ça veut dire tout type d'environnement géographique que tu peux imaginer là. En tout cas, il y a beaucoup, ils ont essayé ça. C'est ce qu'on appelait une variété de terrains. On a essayé ça aussi en fonction des conditions climatiques, où il fait 60-100 degrés, où il fait la neige à geler. Dans presque toutes les conditions climatiques extrêmes, on teste ces véhicules-là et il ressort que ce sont des véhicules qui tiennent dans toutes ces conditions-là. Mais en plus de cela, non seulement on a acquis ces véhicules, on en a pris 10. On va les distribuer à la gendarmerie et puis à nos forces militaires. Mais il y a l'expertise aussi qui va suivre. Ça veut dire qu'il y aura un soutien technique essentiel qui sera là pour accompagner. Nous, on ne paye pas seulement pour dire qu'on a payé, mais on paye, on fait la formation et puis aussi l'entretien et tout autour. On apprend tout ça pour ajouter dessus. Là, quand c'est comme ça, on devient autonome. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement ivoirien visant à moderniser ses forces armées et à garantir la sécurité nationale face à des défis croissants dans la région. Ce que j'ai dit là, ça peut ne pas vous plaire. Mais moi là, j'ai dit les choses simples et claires pour que tout le monde comprenne. Ces armements qu'on est en train de payer là, on les paye pour nous adapter aux réalités
de notre environnement régional. Et voilà, c'est clair. Notre objectif, il est clair. Vous voulez semer le désordre dans vos pays, c'est vos problèmes. Vous êtes incapable d'assurer la paix dans vos pays, c'est vos problèmes. Mais nous, on ne va pas nous asseoir et puis vous regarder et puis dire qu'on va hériter de vos lacunes et de vos désordres. Jamais. Et donc, en fonction de la réalité sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest, nous nous adaptons avec des armements qui vont imposer le respect à tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire va être leur terrain de jeu. Ça, notre message, il est clair pour tout le monde. Celui qui n'a pas compris en français, simple là, on paye des armes pour nous armer. Si les Mali, Burkina, Niger et Ceylan, on va les exterminer. Je l'ai dit hier, je le répète, c'est ça notre objectif. Et on n'aura pas peur, on n'aura pas honte, parce que nous tenons à notre paix. Et nous avons travaillé dur pour construire cette paix. Et nous n'allons pas accepter que des zozos, des usurpateurs et des individus au rabais pensent qu'on va se mettre au même niveau que eux. Et donc la moindre erreur de la part de ces pays-là, ils vont comprendre pourquoi on a payé ces armes. C'est contre vous. On vous dit ça. La Côte d'Ivoire, qui cherche à diversifier ses partenaires militaires, voit en Autocar un partenaire de choix pour renforcer ses capacités opérationnelles. Alors que la sécurité est devenue une priorité pour de nombreux pays africains, ce nouveau contrat marque une étape significative pour la Côte d'Ivoire qui continue d'investir dans la modernisation de ses équipements militaires afin de faire face aux enjeux contemporains. Donc les armements qu'on paye là, on ne les paye pas pour faire plaisir à quelqu'un, on ne les paye pas pour ressembler à quelqu'un, mais on paye cela aussi pour moderniser notre armée, pour être en harmonie avec les enjeux contemporains. Ça veut dire les armes qu'on paye là, ce sont des armes des plus récentes sur le marché. Ce ne sont pas des déchets militaires de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale comme c'est livré au Mali, au Burkina et au Niger là. Ce sont les déchets militaires de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale que ces pays-là prennent. Allez demander aux militaires pourquoi ils échouent. Vous comprendrez donc que la différence, elle est nette. Mais c'est parce qu'ils ont fait un pacte avec la pauvreté et la misère qu'aujourd'hui, là, ils sont obligés de se faire flouer par la Russie. Mais quand tu payes les armements qui sont adaptés aux réalités de ton temps, là, tu t'imposes. Sujet numéro 2. Retrait du contingent français 43e BIMA en Côte d'Ivoire. Les militaires de France et de Côte d'Ivoire ont discuté du retrait du contingent français. Le commandant des forces françaises en Afrique, le général Pascal Yanni, s'est entretenu avec Abidjan, s'est entretenu à Abidjan avec le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Lansina Doumbia, sur le retrait du contingent des forces françaises de Côte d'Ivoire et sur d'autres questions. Ce qu'on apprend ici, on avait dit que Alassane Ouattara, c'est le candidat de l'étranger. On avait dit que c'est la France qui a imposé Ouattara. On avait dit que c'est le 43e BIMA qui est le plus grand problème de l'Afrique de l'Ouest. On avait dit. Ah oui, les ont dit. Et tous ces ont dit là, c'était les opposants. On a même dit que c'est aussi les forces françaises qui ont fait que la guerre a prospéré en Côte d'Ivoire. On a beaucoup entendu. Donc le candidat de l'étranger s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Quand il va venir, c'est pour venir vendre la Côte d'Ivoire. Quand il va venir, le vrai fils du pays, qui n'a pas été capable de libérer le pays, mais qui a beaucoup parlé, on a entendu beaucoup de choses. C'est ce Alassane Ouattara là qui vient de discuter avec les forces françaises qui sont postées en Côte d'Ivoire. Là où certains ont beaucoup parlé, ils ont fait beaucoup de publicité, mais sans jamais prendre date et sans jamais s'assumer. Alassane Ouattara, lui, il s'est assumé et il a clairement montré aujourd'hui
la nécessité de travailler avec les forces françaises, mais de manière intelligente. Parce que la réalité du monde change. Ce qui pouvait marcher hier, forcément, ne peut plus marcher dans les générations à venir, dans les temps à venir. Et ce que beaucoup ne comprennent pas aussi, quand tu lis des livres militaires comme L'Art de la guerre ou bien Le Prince de Machiavel, les grandes puissances du monde sont arrivées à comprendre que quand tu masses des troupes sur un territoire étranger, ça devient non seulement coûteux, mais c'est difficile aussi de les entretenir parce qu'à un certain moment, ça finit par agacer. Ceux qui veulent, vous pouvez lire Le Prince, comment conquérir un territoire. C'est très important. Quand tu veux conquérir un territoire, si tu veux le diriger militairement ou même tu veux le diriger par procuration avec des princes anciennement établis, ce sont des stratégies de domination. Et donc, ils sont arrivés à comprendre que aujourd'hui, quand tu prends des forces militaires et que tu les imposes dans une région, ça coûte non seulement cher, ça te coûte beaucoup en temps. Et aujourd'hui, la presse, l'impression que les gens ont, c'est qu'ils se sentent assiégés. Et c'est une technique qui ne marche donc plus. Et donc, sans faire beaucoup de bruit et sans crier pour ameuter le monde entier, Abidjan et Paris ont discuté et de façon responsable, on a trouvé une méthode. C'est que, vous voyez, tout récemment, le général Pascal Yanni, qui est le commandant des forces françaises en Afrique, était à Abidjan. Ils ont discuté tranquillement en tant que des grandes personnes, des personnes respectables. Ils se sont entendus. Les Français disent, voilà notre réalité. Les Ivoiriens aussi disent, oui, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a les moyens aussi de nous assurer notre propre sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de manière responsable de trouver les moyens et les mécanismes de laisser les forces françaises et le 43e BIMA rentrer en France. L'une des questions clés soulevées lors de l'atelier était la relocalisation progressive du 43e BIMA de l'armée française. Ainsi, Abidjan prendra le contrôle total de la base de Port-Bouet. Et donc, quand tout sera fini et que les forces du camp du 43e bataillon de marine, c'est ce qu'on abrège pour appeler BIMA de l'armée française, seront partis, ce sont nos militaires qui vont occuper le camp et qui vont continuer le travail qu'ils font et qui vont continuer à protéger les Ivoiriens à partir de ce camp. Et donc, vous comprendrez encore que c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire qui a des dirigeants respectables et respectés et qui ne sont pas dans l'esbrouf ou bien dans le bruit inutile. Il est également rapporté que la France créera des centres de formation, d'éducation et de communication pour renforcer les capacités des forces armées ivoiriennes. Mais qu'à cela ne tienne, la Côte d'Ivoire va toujours continuer sa collaboration avec la France, comme de la manière d'autres ont choisi de collaborer avec les Russes. Nous allons continuer et on va construire des centres de formation, des centres de formation militaire, des centres de communication, des centres pour renforcer les capacités des forces armées de Côte d'Ivoire. Paris va mener de nouveaux exercices militaires avec les Ivoiriens qui constitueront la principale coopération entre les deux pays, une alternative au déploiement de l'armée française dans l'État africain. Et en plus de cela, on va multiplier les entraînements militaires avec les armées françaises pour toujours permettre à notre armée de pouvoir être aguerrie et de pouvoir continuer à servir les Ivoiriens et à servir surtout la paix dans tout le monde. Parce que c'est une armée qui est aujourd'hui en fonction des standards internationaux et c'est une armée respectable. Et donc, tous ces facteurs-là, il faut continuellement et constamment continuer à s'entraîner. L'information a été tirée de aprnews.fr pour ceux qui voudraient la vérifier. Sujet numéro 3. Évaluation CEPIA. CEPIA, c'est CPIA 2023. Le Rwanda, le Bénin et le Cap-Vert en tête. Vous allez me demander, mais le CEPIA là, c'est quoi? Le CEPIA là, c'est un mot anglais. Ça veut dire
Country Policy and Institutional Assessment. Il y a des gens qui vont dire, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement l'évaluation des politiques et des institutions nationales. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est une agence qui prend certains éléments en compte pour essayer de regarder les efforts que les dirigeants font dans certains pays pour améliorer leur politique et les institutions qui sont dans leur pays. Et ils travaillent en collaboration avec la Banque mondiale. Donc, si vous voulez, en français simple, c'est un mécanisme pour évaluer les différentes politiques qui sont exercées dans un pays, pour évaluer les institutions d'un pays. On peut prendre par exemple la justice, on peut prendre par exemple l'Assemblée nationale, on peut prendre par exemple la gestion d'un ministère. C'est l'ensemble de toutes ces institutions-là. Et puis la politique globale qui est menée dans ce pays-là. On regarde, est-ce qu'ils ont une bonne politique? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils... Voilà. Tout ce qui est positif, on vous regarde dessus. Et tout ce qui est mauvais aussi, on vous juge dessus. Et donc, une fois qu'ils font leur résultat, ça peut partir de 0 à 6. La note la plus forte, plus la note que tu obtiens est grande, ça veut dire que les politiques et les institutions nationales de ton pays sont en bonne santé. Peut-être expliquer de cette façon, les gens vont comprendre un peu. En 2023, certains pays subsahariens ont montré des signes de progrès dans l'évolution de leur politique et institutions. Cela est notamment dû aux réformes selon la Banque mondiale. Donc, le CEPIA dit qu'en 2023, puisqu'on est encore en 2024, on ne peut pas encore classer les pays. Donc, c'est pour 2023 l'on peut avoir. Ils disent qu'en 2023, du début de 2023 jusqu'à la fin, quand ils ont évalué les politiques dans beaucoup de pays africains, les pays africains qui sont en bas du Sahara, ils ont vu qu'il y a des signes d'amélioration, il y a des signes de progrès dans certains pays. On demande, mais comment vous avez fait pour savoir ça? Ils disent, on a pris les informations de la Banque mondiale. On a croisé ces informations-là et c'est ça qui nous a permis de voir qu'il y a des réformes qui sont effectuées, il y a des changements qui sont faits dans ces pays et ça a une bonne évaluation, ça a un bon impact sur la vie politique et sur les institutions. Le dernier rapport de la Banque mondiale place le Rwanda, le Bénin et le Cap-Vert en tête des pays d'Afrique subsaharienne pour la qualité de leur politique et institutions nationales en 2023. Donc, en 2023, les pays en Afrique subsaharienne qui sont les mieux classés, qui ont connu une belle évolution, qui ont connu des progrès pour améliorer leur politique et leurs institutions, parce que tout ça, ça a un impact sur la vie des citoyens et ça aide les citoyens à mieux vivre et à évoluer et surtout à se sentir protégés dans un environnement qui leur donne confiance en ce monde. C'est pourquoi il faut faire des politiques, il faut les adapter, les améliorer. Et donc, en 2023, là, le premier pays africain qui est le premier pays, c'est le Rwanda. Le Rwanda a une note de 4,1 sur 6. Après le Rwanda, c'est le Bénin et puis le Cap-Vert. Eux, ils sont deuxième ex aequo avec 3,9 sur 6. Après, maintenant, il y a le Kenya et puis la Côte d'Ivoire qui sont troisième ex aequo. Ils ont chacun 3,8 sur 5. Dans eux-mêmes, leur classement, eux, ils ont pris pays par pays. Par exemple, le Bénin et puis le Cap-Vert, ils ont mis Bénin
3,9 sur 6. Cap-Vert est 3,9 sur 6. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je serais d'accord que le Rwanda soit premier avec 4,1 sur 6. Je suis d'accord avec ça. Mais Bénin et puis Cap-Vert, là, ils ont la même note. Donc, on ne peut pas dire Bénin est deuxième, Cap-Vert est troisième. Et puis maintenant, Kenya est quatrième, puis Côte d'Ivoire est cinquième. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je serais d'accord qu'on me dise que, puisqu'ils ont les mêmes notes, ils sont ex-aequo. Donc, la Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord avec ce classement. Je suis heureux que la Côte d'Ivoire fasse partie, mais la Côte d'Ivoire n'est pas cinquième. Le Kenya n'est pas cinquième. Ils sont troisième ex-aequo. Et ça, c'est important. Quand j'ai pris la note et que je l'ai lue, j'ai dit non, moi, je ne peux pas accepter ça. Quand quelqu'un est premier, il faut lui donner son rang de premier. Mais le Bénin et le Cap-Vert ont la même note de 3,9 sur 6. Mais ils sont deuxième ex-aequo. Maintenant, le Kenya et la Côte d'Ivoire ont chacun 3,8 sur 6. Donc, ils sont troisième ex-aequo. Donc, contrairement à l'article, j'ai dit pour moi, la Côte d'Ivoire est troisième, autant que le Kenya. Le rapport relève également que les scores globaux ont augmenté pour 11 pays en 2023 contre 12 en 2022. Parmi ces pays, 10 ont vu leur score augmenter de 0,1 point. Il s'agit du Bénin, du Burundi, des Comores, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de la Guinée-Bissau, du Congo, du Soudan, du Sud, de la Somalie et du Togo. Ils disent encore en 2023, il y a 11 pays là qui ont fait encore mieux. Eux, ils ont augmenté même leur point de 0,1. Et ils ont cité des pays comme le Bénin, le Burundi, les Comores, la Côte d'Ivoire, la RDC, la Guinée-Bissau, le Congo, etc., le Soudan du Sud, la Somalie et le Togo. La Mauritanie, quant à elle, a enregistré une hausse de 0,2 points. Par contre, 5 pays, dont le Burkina Faso et l'Éthiopie, ont vu leur score diminuer de 0,1 point, tandis que celui du Soudan a baissé de 0,2 points. Et comme il y aura toujours des personnes qui veulent aller pactiser avec le diable, pendant que les autres sont en train d'évoluer, d'autres sont en train de chercher. Même hier, on a vu le cadavre de 2 avocats au Burkina Faso. C'est encore Ibrahim, le croque-mort, qui les a livrés à la mort. Le thanatopraticien, Ibrahim. Il a livré ces gars-là à la mort. Et donc, ce n'est pas étonnant que le Burkina, qui est déjà un des pays les plus misérables, un des pays les plus pauvres, logé quelque part en plein cœur du Sahel, se retrouve avec des institutions qui sont en train d'être dégradées. Actuellement, vous êtes assis là. Vous ne savez pas, mais les Ivoiriens et puis les Ghanéens, là, ils ont mis la pression sur les gens de la CEDEAO qu'eux veulent faire leur monnaie éco. Là. Restez là. Ils disent qu'ils vont évoluer sans vous. Si vous pensez que le monde va rester là pour parler là, eux, ils sont en train de chercher leur plan pour partir. Un matin, vous allez vous réveiller, on va dire toute l'Afrique de l'Ouest là est dans écho. C'est Burkina, Mali et puis Niger là, vous allez vous chercher avec Kori dans vos mains. Donc, tout naturellement, comme ça avec beaucoup de joie qu'ils ont accueilli le coup d'État au Burkina malheureusement, ça fait aujourd'hui que donc le Burkina, la qualité des institutions et les politiques qui sont mises en place ne font que baisser de jour en jour. Et donc, au Burkina Faso, ça a baissé de 0,1 point. Au Soudan même, là, eux-mêmes encore, c'est un autre cas, eux, ils ont baissé jusqu'à de 0,2 points. Malgré ces variations, la moyenne globale des scores CEPIA pour l'Afrique subsaharienne est restée stable à 3,1, égalant les 2 précédentes années. Cette stabilité explique par des réformes politiques sociales et une amélioration crédible de la politique budgétaire et des dispositions institutionnelles favorisant la stabilité économique. Et donc, en majeure partie, ce qui fait que des institutions et des pays s'en sortent avec une bonne gestion politique et une santé et une stabilité des réformes sociales,
c'est l'ensemble des politiques qui sont liées aux politiques budgétaires. Comment on gère l'argent public. Quand l'argent public est bien géré et qu'il y a des politiques pour aider les gens à évoluer ou même avoir un impact sur leur vie, on dit que c'est ça qui fait en grande partie la force des pays qui ont pu connaître un résultat positif. L'Afrique subsaharienne continue de connaître des défis majeurs en matière de gouvernance, d'instabilité politique, de dépendance économique et de pauvreté. Sur le plan sécuritaire, les conflits et le terrorisme, l'insécurité alimentaire et les déplacements des populations demeurent un problème critique, menaçant la stabilité économique de nombreux pays. Ils disent donc, c'est vrai que les 2 dernières années, les chiffres sont stables, mais il faut toujours mettre en tête qu'en Afrique de l'Ouest, on a encore beaucoup de défis à relever. Par exemple, il y a l'instabilité politique, on a le djihadisme, on a nos économies qui dépendent fortement de l'extérieur et donc on a aussi la pauvreté qui est vraiment une réalité. Il y a les conflits armés, il y a l'insécurité alimentaire dans certains pays et il y a les populations qui se déplacent pour venir et c'est dangereux parce que ça force les politiques économiques à l'intérieur des pays où ces personnes-là viennent et ça crée même souvent des nouveaux problèmes parce qu'on ne sait pas forcément qui on accueille et donc tout ça, ça menace la stabilité économique de nombreux pays, notamment ceux qui sont stables. Pour Andrew Dabalen, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, la CEPIA offre une opportunité d'identifier les domaines de faiblesse relative et d'engager un dialogue autour des réformes politiques qui peuvent produire de meilleurs résultats en matière de développement. Et donc, quand ils ont fait ce rapport-là, ils ont pris le soin de dire aussi à chaque pays ce qui fait que ça ne marche pas. Pourquoi vous n'avez pas pu avoir 6 sur 6? Et donc, il y a ces rapports-là aussi qui existent. Chaque pays peut aller voir les points faibles en son sein et essayer de s'adapter pour essayer de trouver le juste milieu pour évoluer. Mais je le dis, c'est surtout une question de volonté. Et la volonté, il n'y a pas une école pour l'enseigner. La volonté, elle est naturelle. La volonté, elle est quelque chose qu'on apprend. Et c'est avec l'expérience surtout de la vie. Et comme je vous le disais, il y avait un certain Laurent Gbagbo qui s'amusait à dire à tout le monde que l'armée française, c'est elle qui a aidé les rebelles. Mais à la réalité, nous avons des documents historiques. On peut vous le prouver que c'est carrément faux. La première ligne, la voilà, à Douékoué, dans l'ouest du pays, à quelques kilomètres du Libéria. 140 légionnaires parachutistes d'une autre compagnie de combat, sous les ordres d'un Saint-Syrien, le capitaine Hubert Dunant, 29 ans. Il n'a jamais combattu, il est chargé de stopper la progression des rebelles. Les dernières nouvelles, les rebelles sont... Vous avez entendu? L'armée française, quand elle est venue, elle était dans l'intention et elle l'a manifesté. Leur objectif était de bloquer l'évolution des forces rebelles. Combien de kilomètres d'ici? 35. 35 kilomètres. S'ils veulent faire une percée à long terme, forcément, il faut qu'ils s'emparent de l'axe. Ils peuvent aussi débarquer et combattre à pied, raison pour laquelle on a aussi un dispositif sur les côtés. On a un terrain qui est assez difficile parce qu'on voit mal et les champs de pierre sont relativement réduits. Vous voyez en vous baladant dedans la difficulté qu'il y a à contrôler un terrain comme celui-là. Pour empêcher les débordements par la jungle, le capitaine Dunant place des postes de tir de chaque côté de la route. Bon, on va aller poster la place de tout. Plus on dégage, plus on a des vues et plus on peut tirer le manche. Les gens sont trucs, quoi. Ça peut déboucher n'importe quand. Les Français ont établi ici une ligne rouge. Les rebelles sont avertis, ils ne doivent pas la franchir. Le village de Douékoué ne doit pas tomber. C'est l'école du village qui sert de base le temps des vacances scolaires. Mais le capitaine apprend que des rebelles tentent de contourner son dispositif en passant par des pistes. Je peux aller installer, mais non, le problème c'est qu'après on peut être débordé par là, quoi. Non. Ça évolue super vite. Hein. Ça évolue vite, hein. On travaille sur des distances qui sont relativement courtes et avec des gens qui sont motorisés. Hein. Ils s'étalent un petit peu plus, donc on va pas leur apprendre comment est le terrain, ils sont chez eux. Des tirs seraient entendus
À la radio, des soldats sur l'une des pistes que les rebelles peuvent emprunter. Par contre, je ne suis pas en mesure d'interdire des débordements après par les... Aiglevin, je vais me rendre sur votre position d'ici 30 minutes. Aiglevin reçu. Le capitaine a compris le message, il faut des renforts. Il y a du nouveau? Ça progresse, hein. Ceux qui tentent de le déborder font partie du MPIGO, le mouvement patriotique ivoirien du Grand Ouest, qui revendique 6000 combattants. Contrairement aux autres mouvements rebelles, le MPIGO n'a pas signé le cessez-le-feu. Les ordres sont clairs, pour tenter de sauver le processus de paix, il ne faut pas les laisser passer. Les rebelles, tranquillement, au cours de la journée, sont descendus vers le sud. Après les avoir clairement identifiés comme rebelles, et s'ils continuent à avancer dans mon dispositif, j'ai ordre de les détruire. Aiglevin, donc je suis en train de me rendre sur votre position. Donc je répète, identification, sommation, destruction. Serre à gauche. C'est sur cette piste, à la sortie de la ville, que 2 chars Saguet montrent clairement la ligne à ne pas franchir. À bord, le lieutenant qui craignait à la radio de ne pas pouvoir contenir une attaque. On vidait mon dispositif actuel, donc là j'ai un tube ici. Oui. Ils entendent des tirs de calage sur la droite. Ok. Ils déborderaient peut-être. Des tirs de Kalachnikov, les rebelles ne sont donc pas loin. La difficulté, c'est de ne pas prendre des civils pour ces rebelles. Les Français, comme les Anglais, ont une approche différente des Américains pour qui tout ce qui bouge est un ennemi, comme on a vu en Irak. Pour exclure les bavures, ici, on ne tire pas sans certitude. Sur notre dispositif qui était face à eux, pour que je m'arrête. Là, ils sont loin d'ici. Pour a priori un village qui est à 30 km. Cet avion de la marine française renseigne les hommes au sol. Il a repéré un convoi qui se dirige vers eux. C'est un camion sorti Rochon en route vers Douai-Coué. Bien pris? Bon, apparemment, mouvement de véhicule par la droite. Aiglevin, répétez. Reçu. Sur la piste, en effet, un véhicule avance lentement. Des soldats en armes dépassent du toit et de la portière. Le capitaine ordonne un tir de sommation. Aiglevin, attention aux civils, vous détruisez avant ou après les civils, mais pas au même niveau. Dégagez là! Sur le côté. Répétez, tir de sommation. Tu confirmes, véhicule détruit, correct? Reçu, stop, et poursuite de l'observation. L'observation est difficile. On ne voit plus rien. Les rebelles se mettent à riposter. Aiglevin, c'est qui les petits tirs là? C'est toi ou c'est eux là? Verico, tu annonces à moins être un véhicule détruit, des éléments débarqués, tu ripostes. Au bout de la piste, 2 autres véhicules armés arrivent. Aiglevin, bilan de l'affaire. Aiglevin, apparemment, on a détruit 3 pick-up depuis le début. Reçu, lancez quelques tirs en l'air. Je pensais pas qu'il viendrait se frotter. Je pense que là, Vous avez détruit quoi? ouais, c'est 3 véhicules. Il y avait du monde dedans ou c'est parti avant? Je sais pas. Ah, il y avait tout le monde dedans. Ouais. Là, je pense qu'il y a 4 à 5 morts, mais il y a Vous avez l'habitude facile. j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je commande une action de feu. Mais Ça fait quelle impression? et ben, je sais pas, on a l'impression que c'est un exercice où on voit le résultat quoi. Ouais, non, mais Vous pensez que c'était quoi plus facile? voilà, c'est une ultime fin d'entraînement quoi. Jusqu'au bout, avec les tirs de sommation répétés, on a essayé de pas le faire, j'aime pas plus que les autres donner la mort, mais on a fait des tas de mort. À partir du moment où on a fait tout ce qu'il fallait pour que jusqu'au bout on puisse l'éviter. En particulier pour le deuxième et le troisième véhicule, c'était vraiment difficile. Un hélicoptère français est alors envoyé en reconnaissance. Confirmation de payage, le véhicule, montée demi-tour, vers le nord. Reçu. Les rebelles ont fait demi-tour.
20 minutes plus tard, l'armée ivoirienne fidèle au pouvoir repasse devant les lignes françaises. Pour l'instant, les Français ont ordre de ne pas quitter leur position. Une heure passe, et puis comme partout en Afrique, des gens sortent de nulle part, comme s'il ne s'était rien passé. C'est bon. Les militaires français vont les interroger sur ce qu'ils ont vu sur la piste. Oui, il y a un mot dedans. Il y a un autre. On a vu un peu mon tout à l'heure. On ne sait pas. D'après ce témoin, il y a un mort. Le capitaine reçoit l'ordre d'aller voir. On va affiner le bilan là. On a reçu l'autorisation d'aller sur les zones de destruction pour faire le bilan. Le premier véhicule n'a pas été touché par le tir du char français, mais le conducteur a bien été tué. Il est incarcéré sous le volant. Les autres occupants ont disparu. Les morts et les blessés ont été emportés par les survivants. Une très forte odeur d'alcool se dégage. Les rebelles n'avaient donc pas que des munitions. Bon, on met tout dans le sac. Bon, on va mettre tout. 500 mètres plus loin sur la piste, les deux autres véhicules. Normalement, la zone est maintenant sécurisée. Mais soudain, un coup de feu est tiré dans leur direction. Le VBL, c'est le véhicule blindé léger qui va leur servir de bouclier. Derrière le VBL, vous l'habillez moi. Allez. Kransky, Joubert, Rocco. Vous l'habillez avec le VBL. Joubert, passe là-bas. Coup de sonde de 10-15 mètres. Quand il dépasse, tu fais 30 mètres, tu te mets face à la rondeur. Allez. Je pensais que c'était un blessé qui nous a tiré dessus, mais non, il n'y a plus personne. Les Français sont passés, là, bon. Ils sont partis dans cette direction. Allez, on évacue l'épave, là. Les rebelles qui quoi? Les rebelles qui sont venus récupérer ce qu'ils avaient récupéré. Qui ont été surpris par le fait qu'on... Qui nous ont tiré dessus, qu'on vienne et qui nous ont tiré dessus, tout simplement. Allez, Franski! Vous l'avez! Monte dans le bébé! Et donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Et quand je vois des gars dire ce sont les Français qui vous ont protégé, les rebelles ont combattu contre les forces françaises avant d'aller à Abidjan. Donc, quand vous dites que ce sont les Français qui ont aidé, les Français eux-mêmes, ils ont compris que les rebelles étaient plus entraînés, plus aguerris que l'armée. Et ceux qui disent que c'est les Français qui ont aidé Ouattara à prendre le pouvoir, ou bien les rebelles là, voilà la réalité qui est en face de vous. Après, je vais poster la vidéo, parce que c'est ce que je disais. On ne va pas traverser notre mémoire alors que nous sommes encore vivants. On va donner toute la réalité aux uns aux autres, pour que vous puissiez prendre, quand les gars vont dire c'est comme ça, là, vous leur dites, hey, les seuls qui ont pu combattre contre l'armée française, ce sont les forces rebelles. Et donc, on va aller avec le quatrième sujet pour laisser rapidement la parole. Le problème de la conversion démocratique globale de la société politique ivoirienne. Cette conversion est-elle politiquement et sociologiquement impossible? C'est un texte de notre père Alexis Diette. Il dit, pour apprendre à faire la démocratie, là, et puis pour nous adapter, là, pour nous reconvertir à la démocratie, là, est-ce que c'est quelque chose qui est politiquement impossible, là? Ça veut dire, est-ce que nos hommes politiques, là, pour s'adapter aux valeurs de la démocratie, là, est-ce que c'est quelque chose qui est impossible? Ou bien nous-mêmes, les populations, est-ce que sociologiquement, nous sommes inaptes, impropres à pouvoir nous adapter à la démocratie? Alors que chez nous, en Afrique, la démocratie existait déjà. On se laisse aujourd'hui impressionner par tout le discours qu'on entend. Et on n'est ni avec la démocratie occidentale, on n'est ni avec notre démocratie de notre Afrique d'avant, la colonisation. Et donc finalement, la question fondamentale
c'est qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes en tant que modèle de gestion politique. L'espace démocratique ivoirien actuel présente des forces politiques et sociales dont les comportements induisent nécessairement ce questionnement. Lorsque tu regardes les acteurs dans la politique ivoirienne, lorsque tu regardes le comportement même des populations en Côte d'Ivoire, tu te poses la question, est-ce que nous les Ivoiriens, on veut tenir compte des valeurs positives de la démocratie pour évoluer? Ou bien est-ce que on se disqualifie nous-mêmes d'être aptes à pratiquer des bonnes politiques qui soient basées sur la démocratie? Il dit, quand tu regardes le comportement des politiciens ivoiriens et puis le comportement même des Ivoiriens que nous sommes en tant que population, ça t'amène forcément à te poser une question. Et la question, c'est est-ce que nous sommes incapables de pratiquer la démocratie? Nous y voyons une société civile émergente qui semble s'être convertie aux règles du jeu de la démocratie pluraliste représentative et avoir consenti à ces principes si l'on en croit à l'intensité de sa participation politique et électorale depuis décembre 2010. Il dit, lorsqu'on regarde notre société civile, on a l'impression qu'elle est en train d'évoluer, que notre société civile veut aller vers la démocratie représentative, c'est-à-dire où tout le monde, les différentes couches de la société se sentent impliquées dans la gestion et dans le que faire. Et donc, c'est-à-dire donner leur avis sur les différents processus. Il dit, on a constaté ça depuis décembre 2010. Nous y voyons au gouvernement une coalition politique élue sur la base de cette aspiration populaire et qui met en œuvre, conformément à son obédience politique et idéologique et à ses promesses électorales, un programme économique d'intégration nationale faisant la part belle à l'investissement économique, au développement des forces productives et à la promotion des échanges. Il dit donc, on voit aussi que, après décembre 2010, on a vu un nouveau pouvoir qui est installé. Ce nouveau pouvoir-là s'appelle le RHDP. On a constaté aussi que ce pouvoir-là, c'est le résultat d'un vote populaire. C'est le résultat des différentes couches de la société ivoirienne. C'est le résultat des Ivoiriens dans leur ensemble. Et ce parti-là est un parti libéral centriste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le libéralisme sauvage, qu'on va appeler ici l'économie du marché. Et en même temps aussi, ils ne sont pas dans le socialisme. Ils sont au milieu. Ils font une politique de la juste mesure. Et ils tiennent compte de leurs promesses qu'ils ont déclarées aux populations pendant les campagnes. Et quand ils sont venus, ils ont basé leur politique sur les investissements économiques. Ils ont utilisé l'économie comme la base de leur politique pour essayer de renforcer les forces de production et de promotion des échanges. Dans tous les secteurs, ils ont essayé de redynamiser, d'apporter de la dynamique à n'importe quel secteur. Et c'est là aujourd'hui, vous voyez le cacao qui est devenu à 1800, vous voyez l'augmentation des salaires, vous voyez les filets sociaux, vous voyez les ponts, les routes, les universités qui sortent. Il dit ça, ce sont les bons côtés. Ça, ce sont les bons côtés. Mais il dit ce qui va gâter le tableau. Nous y voyons, à contrario, dans l'opposition, des partis qui gouvernèrent le pays entre les années 1995 jusqu'en 2010, selon le modèle autocratie communautaire et qui semble contester la légitimité du gouvernement à partir de cette conception autocratique et communautariste de la société et de l'État. Il dit, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, il y a eu une Côte d'Ivoire d'hier. Et ce hier-là, on peut prendre de 1995 à 1990, lorsque Gbagbo et puis Bédié étaient au pouvoir, ils étaient dans une gestion sectaire, clanique, communautaire, où on pratiquait la dictature de la communauté, la dictature de la tribu sur le reste du peuple. Et au nom de cette pratique malsaine et gluante, on a assisté à une communautarisation de notre société, ce qui a tué même l'idée de l'État et de la nation. Loin d'être historiquement nécessaire et politiquement justifiée, la position insurrectionnelle discordante du PDCI et du PPACI
un parti au demeurant ultra minoritaire, semble donc relever de la continuité d'une culture autocratique partisane en décalage avec les choix politiques et culturels majoritaires du corps social ivoirien. Il dit, si je vous ai fait l'histoire, je vous ai dit comment les Ivoiriens en sont arrivés là aujourd'hui après 2010. Et je suis reparti en 1995 pour vous dire ce qui s'est passé. Jusqu'en 2010, quand on prend aujourd'hui ces deux schémas-là et qu'on les compare, ce qu'on voit, c'est que le PDCI et le PPACI sont restés fidèles à leur mauvaise politique d'une gestion communautaire, d'une gestion basée sur la haine tribale, d'une gestion basée sur l'insurrection. Et ça fait donc qu'ils sont en décalage avec la réalité de nos temps modernes. Ils sont en déphasage avec la réalité positive qui est aujourd'hui mise à la disposition de tous les Ivoiriens. Ce positionnement insurrectionnel semble discordant par rapport à la nouvelle culture politique, porter le changement structurel du pays. Et il dit malheureusement, le fait que ces personnes n'ont pas compris qu'il faut s'adapter à ces réalités-là et leurs partisans sont devenus une gangrène qui malheureusement tue cette belle dynamique qui aurait pu nous faire progresser, qui aurait pu nous faire partir de l'avant. Malheureusement, eux, ils n'ont pas encore compris ça. Et cela a un impact qui tire notre société vers le bas. À en juger donc par les termes de cette équation politique ivoirienne, il semblerait que la réponse à la question de la transformation démocratique qualitative de la société ivoirienne ne soit pas impossible. Il dit donc, quand on regarde la réalité, on voit quelque chose et son contraire, ça veut dire que si on veut véritablement transformer notre société positivement, pour en faire une société démocratique avec des bonnes qualités basées sur la démocratie, ça veut dire que c'est possible. Puisque c'est après 2010 qu'on est arrivé à ce résultat-là aujourd'hui. Mais ceux qui étaient là avant, c'est eux qui tiennent à de mauvaises valeurs, comme la haine, le tribalisme, la division de la société, la violence, les discours de haine. Et donc, ça veut dire que si eux, ils ont pu faire ça de 1995 jusqu'en 2010, et qu'après 2010, on a pu évoluer aujourd'hui pour mettre un nouveau système politique en place que tout le monde voit, ça veut dire que la possibilité pour notre société ivoirienne de résoudre l'équation et de devenir une société correcte qui va baser son mode de gestion sur la démocratie de belle qualité, ce n'est pas impossible. Ça veut dire que c'est possible. La solution à cette équation est qu'une partie de la classe politique du pays devrait se convertir à la démocratie pluraliste représentative, à sa substance, autant qu'à ses procédures, qu'elle devrait consentir à ses valeurs et à ses principes et à ses règles de jeu. Il dit donc là, le vrai problème, c'est qu'il y a une partie de notre classe politique, les opposants actuels, Gbagbo, Chaka Dian et tout ce que vous voyez là, ils ont l'obligation de comprendre que la société elle-même a évolué. Et ils doivent se reconvertir aux bonnes valeurs de la démocratie pour comprendre qu'aujourd'hui, là, quand on veut gérer un peuple là, on ne gère pas un peuple en tant que sa tribu. On ne tient pas compte de la pensée ou même de l'idéologie tribale. Il faut tenir compte des différents intérêts des différentes couches et des différentes corporations. Et c'est ça qui peut te permettre de mélanger plusieurs peuples différents. La Côte d'Ivoire, là, tu ne viens pas pour diriger une tribu. Tu viens pour diriger plus de 60 ethnies. Donc là, tu ne peux pas te baser sur l'ethnie pour dire que tu vas arriver à convaincre tout le monde. Mais s'il y a militaire là, tu vas trouver Bété militaire, Gouro, Gagou, Djoula, Wobé, Guéré. Et tous sont militaires. Quand tu vas venir leur dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous les militaires là? Ils oublient leur ethnie. Si tu t'en vas dans une école, tu trouves des enseignants là-bas, tu leur dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enseignants? Ils vont oublier leur ethnie, ils vont dire, voilà ce que nous les enseignants on veut. Même chose, si tu te vas trouver ceux qui sont des gens qui sont des indépendants, tu leur demandes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous les artisans? Ils ne vont plus tenir compte de leurs ethnies, ils vont vous dire les besoins de leur corporation, les besoins qui sont liés à leur activité et ce qu'ils veulent. Il dit, c'est à cela que les politiciens doivent se reconvertir.
Et non aller dans les villages pour mentir aux parents, comme moi je suis Gagou là, voter les Gagou, comme Plicherik Balé là, comme moi je suis Gagou là, les gens de Oumé là, votez nous. Bon, si les gens de Oumé finissent de voter là, est-ce qu'eux seuls peuvent te faire gagner? C'est ça que les opposants n'ont pas compris. C'est pourquoi ils ont peur d'aller à l'ouest, ils ont peur d'aller au nord. Ils pensent que la politique tribale, ça va marcher. Mais tant qu'ils ne comprendront pas cela, et qu'ils ne vont pas aussi accepter les procédures et les règles du jeu de la démocratie, c'est-à-dire quand tu perds une élection, il faut l'accepter. Il faut accepter les procédures en allant devant le peuple. Tu écris un livre-programme, tu convaincs le peuple, tu dis voilà ce que je peux faire, voilà ce qui est mauvais chez mon ami ici. Hier, quand j'ai suivi leur débat, en fait, ils n'ont rien à dire, que non, qu'eux veulent forcément qu'on puisse inscrire tout le monde sur la liste électorale. Actuellement, il pleut à Abidjan, donc il faut rejeter les trucs. J'ai dit, mais finalement, on n'a rien à faire. Hein? On n'a rien à faire. Hein? Et donc, se pose alors la question de la transformation démocratique globale de la société politique ivoirienne. La société ivoirienne ne devrait-elle pas accéder à sa conscience de soi pour pouvoir jouer pleinement son rôle d'arbitre et d'acteur principal en ce projet démocratique qui est celui de la transformation de la société par le bas? C'est une question du père Alexis Diette. Et ainsi, les politiciens sont incapables de s'assumer pour arriver à faire ce que je viens de vous expliquer. Simplement, je vais dans un centre de santé, je demande aux malades qui sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Les malades ne vont pas dire, comme moi je suis Djoula, il y a une manière de m'aider. Comme moi je suis Wabé, il y a une manière d'aider les Wabé. Comme moi je suis Guéré, il y a une manière d'aider les Guérés. Comme moi je suis Ouan, il y a une manière d'aider les Ouan. Les populations vont te dire, si vous voulez vraiment nous aider, voilà ce qui nous arrange ici. On demande aux infirmiers, aux sages-femmes, le boulot que vous faites là, qu'est-ce qui peut être dans vos intérêts? Eux aussi vont dire, voilà ce qui nous arrange. C'est ça que les politiciens doivent prendre pour dire, je suis allé, par exemple, à Guibérois. Voilà ce que les populations de Guibérois veulent. Et non, quand moi je suis allé là-bas, là, voilà ce que mes parents, là, les vrais Ivoiriens de Guibérois, là, voilà ce qu'ils veulent. Donc là, il faut que ce soit ça. C'est basé sur du tribalisme. Et ça ne marche pas. Mais si on tient compte des besoins des populations, ça, c'est pas lié à une ethnie. Ça fait que tu arrives à avoir plusieurs personnes et plusieurs individus de différentes couches sociales qui s'accordent, qui acceptent la politique au nom de leurs intérêts. Il dit, mais si les politiciens ivoiriens, surtout ceux de l'opposition, ne sont pas prêts à tenir ce langage et à accepter cette méthode-là, il dit, est-ce que nous-mêmes les Ivoiriens, là, nous, on ne peut pas nous asseoir maintenant pour nous dire, hier, on a connu la guerre civile. On a connu le temps de Laurent Gbagbo. On a connu le temps du désordre. On a connu le temps des difficultés. On a connu le temps Marcoussi, Lina Marcoussi, Kléber, Accra 1, Lomé 2, Burkina Faso, accord de Ouagadougou. On était devenu la risée du monde. On a connu la guerre en Côte d'Ivoire. On a connu la dictature de Bédié. Il dit, quand on s'assoit, nous, en tant que société, là, ça veut dire chacun de vous qui écoutez ce message-là, est-ce que chacun de nous ne peut pas s'asseoir et puis regarder à l'intérieur de lui-même et se dire, faut que nous, on se lève. Hein. Faut qu'on se lève maintenant, là. Comme les politiciens ne veulent pas faire leur travail, là, est-ce que nous, on ne peut pas se lever pour leur imposer leur travail? S'ils ne peuvent pas faire, là, ils n'ont qu'à quitter. S'ils ne peuvent pas mettre nos intérêts en avant, là, et que c'est toujours nos ethnies qu'ils viennent brandir, là, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on leur dise, là, que nos ethnies, là, on ne mange pas? Je suis Dida, là, je ne mange pas Dida. Je suis Djoula, je ne mange pas Djoula. Je suis Guéré, Wabé, Atié, Avikam. Ce n'est pas ça que je mange. Ce que je mange, là, c'est l'intérêt que je gagne dans mon pays. Après avoir été ce que je suis, là, ça change quoi dans ma vie? Je dois être confronté aux réalités. Mes enfants doivent aller à l'école. Je dois soigner ma petite famille. Je dois moi-même me soigner. Je dois avoir un boulot. Je dois être en sécurité. Il dit, nous, en tant que population, on doit s'asseoir, nous regarder à l'intérieur de nous-mêmes, là, la petite voix qui te dit, Joe, toi, tu n'es pas fatigué de tout ça, là. Et puis toi-même, tu écoutes la petite voix, là, et puis tu dis, c'est vrai, hein, ça, là, on a tellement essayé le tribalisme, là. Les politiciens sont venus nous blaguer ici. Que non, quand ils vont prendre pouvoir, là, ils vont nous arranger ici. Les bêtés, essuyez vos larmes. C'est votre temps maintenant. Gbagbo a dit tout ça là. Mais quand Gbagbo est venu là, nos larmes là, ça coule toujours. Donc là, ma petite voix, moi je vais changer. Moi je vais essayer de mettre mon intérêt en avant.
Comme de la manière les politiciens mettent leurs propres intérêts en avant là. Moi-même aussi là, en tant que population là, si chacun de nous pense comme ça et puis on met nos intérêts avant et puis on dit aux politiciens là, partout où ils vont, on leur dit bon, votre affaire d'ethnie laissez. Il n'y a pas hôpital ici, vous allez construire ça quand? Il n'y a pas route ici. On met nos intérêts en avant. Vous allez voir que les politiciens seront obligés de changer. Donc en un mot, si les politiciens ne veulent pas s'adapter aux transformations structurelles de notre société, aux transformations démocratiques de notre société, c'est à nous de leur imposer cela. En leur disant que votre modèle là, on a déjà fait ça. On sait où ça nous a amené, on est fatigué de ça. Nous-mêmes là, on va vous montrer la voie à suivre. Et quand vous allez faire ça, il y a beaucoup qui seront disqualifiés de la politique et ça va permettre aux Ivoiriens de mieux vivre, d'être en sécurité. Et vous allez voir que les politiciens vont changer leur langage, ils vont adapter leur capacité à venir vers le peuple et ça sera pour le bien des Ivoiriens que vous êtes et que nous sommes. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On tombe directement dans l'édito de Mère Blanc. Et après cela, rapidement, on va laisser le peu de temps disponible à ceux qui voudraient bien s'exprimer. Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pro vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « On double la mise ». Doubler la mise est synonyme de gain. Il implique le contentement qui est au bout de l'effort. Mais alors, quand on double la mise dans le sens contraire, croyez-moi, cela nous afflige et nous laisse perplexes. Nous n'avons de cesse de critiquer une certaine défectuosité dans la façon de faire de nos responsables politiques du RHDP. Le manque d'assiduité est palpable chez eux. Comment peut-on annoncer le début d'une rencontre avec 2 heures de retard? Que dire de l'invitation du consul M. Isiaka Konaté, des responsables des associations ivoiriennes de la circonscription consulaire de Paris ce vendredi 11 octobre 2024 à 17h? Oui, mais c'était cette info capitale, très capitale d'ailleurs, concernant l'état civil, l'identification et bien d'autres points, n'a été relayée que le même vendredi après-midi. Bon, je dis cela, je ne dis rien, mais il y a comme un péril en la demeure. Vous ne direz pas que vous ne saviez pas. Toujours dans l'amateurisme et l'improvisation. Alors, on continue de doubler la mise dans la bêtise. Merci et à bientôt. Pour ceux qui n'ont pas compris, Maman Blanc est en train de dire, hier à Paris, là, il y a un responsable là-bas. On devait avoir une réunion pour expliquer le fichier électoral, comment les nouvelles mesures qui ont été prises pour pouvoir inscrire les gens, etc., etc. Il devait avoir une réunion. Il y a une fiche qui est bien là. Et la fiche expliquait très bien ce à quoi il fallait s'attendre. Et voici ce que l'invitation disait. Consulat général de Côte d'Ivoire à Paris. Le consul général. Invitation. Le consul général de la République de Côte d'Ivoire à Paris, son Excellence M. Isiaka Konaté, convie les responsables des associations ivoiriennes de la circonscription consulaire de Paris à une rencontre le vendredi 11 octobre 2024 à 17h. Au consulat général 6-19 rue des Pépinières, 75008 Paris. Ordre du jour 1. État civil. 2. Identification CNI. 3. Nouvelles conditions et procédures de délivrance des actes. 4. Consultation juridique gratuite. 5. Divers. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Vous voudrez bien informer votre participation par mail à l'adresse rc.begré@diplomatie.gov.ci ou par message au 06 59 40 12 43. Tamponné, signé pour le consul général, etc. Maintenant, ce n'est pas daté. L'information est sortie quand? L'information là, ça a été remise quand? Et donc, c'est un jeu. C'est un jeu pour cacher l'information. C'est un jeu pour tromper les Ivoiriens. C'est hier à 16h qu'on a eu les informations.
comme si nous étions à Paris ou à travers le monde, comme si on ne faisait rien, comme si on était des chômeurs, ce qui a même été une insulte. Et je le dis au EPV, moi je le dis et je le réitère, n'entrez pas dans les foutaises avec les gens. Hey, on est RHDP, RDR là, c'est pour voter pour le président Ouattara. Mais si vous continuez à vous foutre des gens, on va vous foutre la merde. Ne vous fatiguez même pas pour aller dans ces... Ça devient de la connerie. Si vous ne respectez pas les gens, ça devient de la connerie. Et cher EPV, si on vous informe de quelque chose, en moins de 72 heures, ne vous y rendez même pas. Parce que le respect de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on négocie. Ce document a été produit quand? Le minimum, pour eux-mêmes se protéger, ils doivent dater le document. Mais le document n'est pas daté. Et donc le document a circulé depuis combien de temps? Pour qu'on vienne dire aux gens, à 1 heure de la réunion, que venez faire une réunion, comme si les gens étaient là et que les gens allaient pouvoir leur payer ça, comme s'ils allaient être là par téléportation. Mais tout ça, c'est fait exprès. Et tout ça, ça participe même du sabotage pour ne pas donner l'information aux gens et pour essayer de mettre à mal surtout le RHDP. Je dis bien, mais si le RHDP lui-même a décidé de se mettre des balles dans le pied, c'est pas nous, on va aller extraire ça pour eux. Vous faites ce que vous voulez. Retenez l'information, cachez-la aux gens. À la dernière seconde là, quand vous allez courir pour vous promener là, vous allez voir si les gens vont venir. Nous, on s'en fout, hein. Nous là, on n'a pas besoin de politique pour vivre. C'est vous qui avez besoin de politique pour vous faire élire. Donc là, continuez à ce jeu-là et vous allez payer les conséquences cash. Mesdames et messieurs, il nous reste 20 minutes. Vraiment, tous ceux qui veulent la parole, nous vous demandons de vous signaler. Et si vous vous signalez, vraiment, allez très vite et ne dépassez même pas les 3 minutes. S'il vous plaît, ne dépassez même pas les 3 minutes. Parce que je suis très pris par le temps et il faut aller à la recherche du pain quotidien. Donc je demande à tous ceux qui veulent prendre la parole, dès que vous prenez la parole, maximum 3 à 5 minutes, laissez la parole. Sinon, je vais être en retard. Ce n'est pas pure tradition qu'on laisse la parole que je demande aux gens qui prennent la parole d'être efficaces et de laisser. Dès que vous avez fini, laissez. On se retrouve la prochaine fois. Il y a TikTok demain, s'il vous plaît. Et donc, cela étant dit, on va donc permettre à ceux qui veulent déjà prendre la parole de l'exercer très rapidement et on va progresser. Et comme je le dis, s'il vous plaît, prenez la parole, dites ce que vous avez à dire, coupez rapidement. Ça va beaucoup nous aider à être efficaces et à pouvoir progresser. Et donc, merci à tous ceux qui vont se prêter à cet exercice. Les jours où on a le temps, on laisse plus que le temps à chacun de s'exprimer. Mais quand on ne l'a pas aussi, on ne l'a pas. Okay. Et donc, tous ceux qui sont déjà là, s'il vous plaît, ne laissez pas sonner 3-4 fois. Tout ça, ça va couper en temps. Et ça va mettre de la pression sur moi. Dès que ça sonne chez vous, décrochez et parlez en même temps. On n'a vraiment pas le temps. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher mère. On vous laisse rapidement la parole. Bonjour à toute la classe. Mon éclaireur, et le père Amadou Kiki, c'est une question à Paris ou en France. Pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas quand il y a des gens de cérémonie ou bien de situation? C'est juste ma question. Est-ce que lui-même aussi il a reçu l'information? C'est ça aussi le problème. Donc, c'est la source que nous nous accusons, c'est-à-dire le consulat. Comment ils ont fait passer l'information? C'est ça aussi le problème. Ah, c'est juste ça. Okay. Parce que ça devient bizarre. Ok. Ok. Donc, vous en avez fini? Oui, j'ai fini. Il n'y a pas de C'était problème. juste comme ça traîne à chaque fois les mêmes paroles là. Bon, ça aura les mêmes conséquences aussi. C'est qu'à un moment, on va les laisser comme ça. Et ça va désorienter les gens. Et on va se foutre de ce qu'ils diront après. Parce qu'ils ne nourrissent pas quelqu'un. Le RHDP ne nourrit pas quelqu'un. Il faut qu'on respecte les militants, il faut qu'on respecte les Ivoiriens que nous sommes. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire aux gens et puis ils acceptent là, nous on ne va pas accepter ça. Ça, il faudrait que vous compreniez ça. Nous on est dans des pays là où on est complètement indépendant. On s'en fout du RHDP. C'est l'amour du pays qui fait qu'on est là pour aider nos parents. Sinon là, c'est pas vous. Maintenant, quand vous avez fait la rétention d'informations là, ça vous a amené où? Ça a changé quoi dans votre vie? Le RHDP n'est pas un club d'amis.
Tant que vous n'allez pas changer ça là, le RHDP va perdre à l'extérieur. Il faut enlever ça de vos têtes. Le RHDP n'est pas un club d'amis. Et l'ambassade là, ce n'est pas un endroit pour faire de la sélection des amis. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça, les dirigeants du RHDP ne prennent pas leurs responsabilités. Et demain là, quand vous allez voir les gens démoralisés, les gens vont aller se renseigner là où il ne faut pas. Ou bien ils vont dire, bon, nous on est fatigués de cette histoire, on met ça derrière nous. Ne soyez pas surpris. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci, mon éclaireur. Et bon boulot à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, je vais aller vite. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Et éclaireur, en tout cas, je vous soutiens. Je soutiens Madame Blanc. Vraiment, c'est un foutage de gueule, hein, qu'on nous donne des informations aussi importantes, mais à la dernière minute. Voilà. Donc, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas continuer. Vraiment, c'est de nature à démoraliser vraiment les militants. Ok, bref. Alors, éclaireur, je vais aller vite. Je vais revenir sur un sujet que Madame Blanc a abordé mercredi. C'est par rapport au cancer. Donc, je vais apporter mon témoignage, mais alors vite fait pour dire que je recommande à mes sœurs, à mes sœurs, à mes mamans d'aller se faire dépister à temps, parce que le cancer est vraiment un tueur silencieux. Parce que ma petite sœur en est décédée en 2011. Mon frère, ça c'est le cancer qui touche les hommes, aussi en est décédé. Et quand je parle du cancer, j'ai mal au cœur parce que vraiment c'est un traitement qui est très coûteux. À l'époque, il s'était pas donné vraiment. Et aujourd'hui, on peut dire merci au président Ouattara parce que grâce à lui, on a une unité de traitement du cancer. Voilà, avec un traitement radiothérapique. Ma sœur, elle n'a pas bénéficié de traitement radiothérapique parce que ça n'existait pas encore en 2010-2011. Voilà, il fallait aller au Ghana ou alors au Maroc pour bénéficier de soins de radiothérapie. Et malheureusement, ils sont décédés, les membres de ma famille, et c'est des parents directs, hein. Ma sœur, même ma mère, mon frère aussi. Et donc, ce n'est pas du jeu. En France, nous avons de la chance parce que je connais une dame du nom de Madame F, je vais pas dire qui c'est, mais qui a eu beaucoup de chance parce que la tumeur a été détectée à temps et elle n'a pas eu de soins chimiothérapie. Tout de suite, on est passé à la radiothérapie et puis au bout de 15 séances, c'était bon, elle était guérie. Voilà, donc je recommande à mes sœurs, surtout en Afrique, de ne pas négliger tous les matins, de tâter leur sang. Si elles découvrent qu'il y a une tumeur ou bien une boule anormale, de ne pas hésiter à aller se faire dépister parce que le cancer, ça foudroie, le cancer, ça fait très mal et vraiment, faut voir les personnes en fin de vie parce que quand on découvre le cancer trop tard, c'est vraiment très très douloureux et vraiment ça fait pitié quand on les voit partir comme ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, on n'a pas de temps. Je dis merci beaucoup à tout le monde et surtout merci à vous éclaireurs d'aborder ce genre de sujet. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci aussi de sortir pour donner des témoignages. Ça rend encore plus vrai parce que quand on dit aux gens que c'est une réalité, vous êtes venus aujourd'hui prouver, malheureusement, avec même des personnes que nous aimions et qui sont décédées aujourd'hui. Mais ça doit être aussi une interpellation pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Seulement la prudence et l'observation de soi-même, c'est quand même un minimum que chacun peut faire. Et donc, tenons en compte.
Et il y a aussi un de nos frères qui nous a fait une chanson et qui a demandé qu'on puisse utiliser cette chanson. Malheureusement, j'ai oublié ça dans mes fichiers, mais jusqu'à la fin de ce mois, on va jouer cette musique à chaque fois. Et c'est une musique pour lutter contre le cancer. Nous disons vraiment merci au frère. Au nom de l'amour pour la EPV, il a fait cette chanson. Une très belle chanson. Contrairement à vous et moi qui sommes des chanteurs de cabaret, lui, vraiment, il a bien chanté. Et donc, en tout cas, merci à lui. Merci beaucoup parce qu'on est tous concernés, vraiment. Vraiment, merci à vous également et on vous souhaite un excellent week-end. Ok, merci. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonjour cher frère, je vais très bien. Ok, donc on vous laisse rapidement la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vais intervenir sur un sujet d'actualité qui a eu lieu récemment au Parlement, où un certain Blissy Chrysostome du PDC RDA, je pense que c'est bien lui qui était intervenu devant Pibet, non? Il y avait lui. Alors, et puis il y avait Hubert Olaï. Effectivement. Alors, dans une déclaration, il dit comme ça, que lui, il s'est renseigné auprès de certaines ambassades et qu'il en est ressorti sur la liste électorale qu'il y a jusqu'à 2 millions d'étrangers. Alors, vous voyez, souvent il y a des situations, les gens pensent qu'on peut laisser faire, mais cette déclaration, elle est extrêmement grave pour la vie d'une nation. Elle est extrêmement grave. Quand on sait que, en Côte d'Ivoire ici, de 1993 jusqu'à ce que Gbagbo quitte le pouvoir, il y a eu une bataille sans merci pour cette histoire-là. Et que ces gens-là essaient de nous ramener derrière. Honnêtement, moi, si la justice fait son travail, moi, je suis tellement en colère même que vous ne pouvez pas savoir. Le procureur de la République, on n'a même pas besoin d'attendre le contentieux électoral. Parce que ça, c'est un discrédit qui est jeté, ou bien c'est une manière de dire que des Ivoiriens ne sont pas Ivoiriens. Et comme ils ne sont pas, on suppose qu'il a les preuves. Il faut qu'il apporte les preuves. Le procureur de la République est en droit de convoquer, même s'il est avocat ou bien magistrat, et qu'il le dit, le procureur de la République est en droit, d'autant plus que ce sont les citoyens ivoiriens qui doivent s'enrôler. Le procureur de la République est en droit de le convoquer pour lui demander de fournir les preuves que les 2 millions et quelques ne sont pas ivoiriennes. Parce que c'est cela. Parce que le temps de dire qu'on va attendre le contentieux, moi je pense que c'est... Il faut qu'il nous prouve. Vous voyez ces gens-là, ça fait tellement mal même que vous ne pouvez pas comprendre. Mais à la vérité, c'est quoi? C'est quoi? Ne vous y trompez pas, hein. Ce sont les noms à consonance nordique qui certainement sont beaucoup sur la liste et ils pensent que ces personnes-là ne vont jamais voter pour eux. Voici pourquoi vous voyez, ils sortent ces gens de bêtises. Parce que c'est des gens qui ont été inscrits sur la liste électorale sur la base qu'elles sont déjà ivoiriennes ou bien ivoiriens. Donc quand toi tu viens dire que tu t'es promené dans les ambassades, tu vas devoir donner les preuves, c'est-à-dire les documents qui prouvent qu'ils ne sont pas ivoiriens. S'ils ne sont pas ivoiriens, ils ont des documents de d'autres pays. Un, tu donnes les documents. De deux, tu donnes les dates de naissance, les parents, tout. Tu emmènes des pièces maîtresses. On ne peut pas laisser passer une telle accusation d'une énorme gravité comme s'il n'y a rien. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, nous sommes ici pour parler, mais il va falloir qu'à un moment donné, les gens fassent leur travail. Les gens, parce qu'ils ont des agendas machiavéliques, ils sont prêts à tout, à jeter les discrédits. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Voilà, en Côte d'Ivoire ici, on se connaît en détail.
Donc moi, je pense que le procureur de la République, il est interpellé. Le contentieux, je le trouve long, parce que depuis il parle là, il y a eu plusieurs fois contentieux. Ils n'ont jamais eu le courage d'aller prouver ce qu'ils disent. Depuis les années 2010 jusqu'à maintenant, quand on fait enrôlement sur la liste électorale, il y a contentieux. Mais ils ne l'ont jamais prouvé. Si c'est pour venir dire à la face publique qu'il y a ceci, il y a cela, c'est trop facile. Qu'ils envoient les 2 millions et quelques de documents qui prouvent qu'ils ne sont pas ivoiriens ou qu'elles ne sont pas ivoiriennes. Et puis on verra la suite. Si ce n'est pas fait, il faut qu'ils soient jugés, condamnés. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens continuent de mettre le pays à terre, de jeter les discrédits sur la nation, ou bien de créer une fracture sociale. C'en est de trop. Il faut que ça s'arrête. J'avais des sujets à développer, mais malheureusement, le temps joue contre nous aujourd'hui, donc je préfère m'arrêter là. Okay. Merci. Vraiment, merci d'avoir soulevé cette question. Et j'ai posté même la vidéo. Débat entre M. Koulibaly Kibiya et les députés PPAC et PDC à l'Assemblée nationale. Ceux qui veulent peuvent suivre là-bas. Mais il y a des propos d'une telle gravité qui sont tenus. Mais au nom de la solidarité entre politiciens, les gens laissent faire. Mais ce sont ces propos-là qui nous ont conduit à une guerre civile. Et aujourd'hui, le RHDP, qui est un parti qui devait être centriste pour équilibrer les choses, on a l'impression qu'au nom de la politique, des criminels déguisés en politiciens peuvent tout se permettre. Mais demain, on sera étonné des conséquences. C'est très malheureux. Et les institutions comme la justice, elles aussi, ne se saisissent même pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. C'est simplement triste. Et les Ivoiriens eux-mêmes ne se rendent pas compte que les gens veulent aujourd'hui leur pousser encore à retourner dans les affres du désordre et de la guerre. Mais finalement, les politiciens sont inconscients parce qu'eux-mêmes, ils se protègent entre eux. Les politiciens disent n'importe quoi. C'est n'importe quoi qui conduit les pays dans le désordre et dans la guerre. Ceux-mêmes qui sont victimes aussi ne sont pas interpellés. La conscience populaire même des Ivoiriens ne leur rappelle pas que ce sont des pyromanes et des gens, des incendiaires comme ces personnes-là qui ont brûlé le pays. C'est eux aujourd'hui, on retrouve Hubert Oulaye que tu vois là, c'est eux qui convoyaient les armes avec les blés goudés pour distribuer aux miliciens. Hubert Oulaye que vous voyez là. Mais souvent, ça rend triste, quoi, parce que tu te demandes, mais finalement, où est-ce qu'on va? Où c'est les criminels qui doivent venir moraliser publiquement les gens. Des gens qui ne peuvent rien apporter au pays et qui sont nourris par les efforts du contribuable. Et ils viennent se moquer des couches laborieuses de notre société. Le pouvoir public ne s'en saisit pas. On dit de continuer à vivre. Mais il y aura des conséquences. Tout ça, là, ça va nous amener à nous entretuer. Signota, c'est bien beau d'avoir... Et même, ils sont tellement incohérents. L'autre qui vient lui dit que les fichiers là, qu'eux, ils ont vérifié que les fichiers en zone CO existent. Il y a un autre qui vient, celui qui est venu après, dit que les fichiers CNO n'existent pas. Entre Hubert Oulaye et puis Chrysotome là, si vous suivez très bien la vidéo et que vous comparez les différents propos des deux, il y a un qui a dit que les fichiers CNO, les registres là, que ça n'existe plus. Mais bien avant lui, celui qui a parlé dit que non, que ça existe. Et donc, tu vois, ils prennent des postulats totalement différents pour aboutir au même résultat. Parce qu'il faut créer la confusion. Et c'est devant des députés et les gens ne les interpellent pas. Chers Ivoiriens, moi je vous ai dit la vérité, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Si ça se gâte là, moi je suis ici. Hein. Ça là, si vous ne vous réveillez pas là pour mettre ces gens-là au pas, ils vont vous conduire à la haine parce que c'est ça leur première mission. Comment détruire la Côte d'Ivoire? Parce qu'eux gagnent leur vie facilement. Eux vivent sur vos dos. Un député, ça ne gagne pas moins de 2 300 000. En plus, vous allez payer à vie les rentes viagères. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider le pays? Rien. Mais ils veulent vous laisser en héritage la haine. Dans un certain pays, là, on devrait les guillotiner. On devrait les prendre publiquement et puis leur couper la tête.
pour dire voilà comment ils ont vécu et on prend ça comme un exemple. Et moi je le dis, si la Côte d'Ivoire ne fait pas attention, on va connaître une guerre civile plus grave et plus violente, plus que la Somalie. Parce que c'est ce que nous tous on souhaite. On voit les criminels, l'autorité en place ne prend jamais ses responsabilités. Actuellement, ils sont en train de faire oublier l'affaire Fessi là, et puis maintenant encore, ils vont laisser la Fessi renaître à nouveau. Alors qu'on vous a dit tout ce qui est maintenant possible. Et quel bénéfice vous avez à maintenir la Fessi? Ou bien vous avez peur de quoi qui fait que vous ne pouvez pas dissoudre la Fessi? Mais vous avez pu dissoudre le GPS. Donc ça veut dire que des étudiants vous font plus peur que Soro Guillaume. Non, ce n'est pas la vérité. Il y a quelque chose que vous cachez. Ou la Fessi là, vous-même là, ça vous arrange. Mais ça n'arrange pas les Ivoiriens. Mais vous vous foutez de ce que les Ivoiriens vous disent. On a connu 2020, on a connu 2010. Mais ça n'a pas interpellé ni les populations, ni les pouvoirs publics. Mais continuons d'avancer seulement. La guerre civile qui va se faire là, je ne serai pas dedans. On va vous regarder dedans. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'on ne lui a pas donné des conseils. Que ce soit les politiciens, que ce soit les populations, vous-même, on vous a suffisamment conseillé. Donc on vous regarde dedans. Vraiment, merci le concurrent d'avoir encore fait ressortir cette vilainie de notre société. Et malheureusement, ceux qui doivent prendre leurs responsabilités ne s'assument pas. Voilà le problème en Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire les pouvoirs publics. C'est-à-dire les dirigeants actuels. Et donc cette histoire n'est pas prête de finir aujourd'hui, malheureusement, parce que les Ivoiriens eux-mêmes ne s'assument pas aussi. Donc c'est ce que j'allais ajouter et vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci beaucoup, excellente émission. Merci beaucoup. Oui, bonjour Charma, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Okay, J'espère que vous allez bien aussi. Oui, donc on vous laisse rapidement la parole. Ok, merci beaucoup Éclair. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à vous. Voilà, donc moi, ce que je vais rajouter un peu dessus, voilà, comme vous, c'est que vous voyez, en fait, ces gens-là, les gens de l'opposition, ils savent qu'ils peuvent rien créer, ils n'ont jamais rien créé et ils ne pourront jamais rien créer. C'est pas ça leur objectif là, c'est pas ça. Donc ils vont marcher dans quoi maintenant? Ils vont essayer maintenant de mentir sur tout pour vous blaguer. Pour que vous pensez que le gouvernement actuel là, cache les choses, ne fait pas les choses comme il le faut, alors que c'est archi faux. Voilà, c'est pas normal que d'après c'est que ce soi-disant chose-là, monsieur est parti s'asseoir pour dire qu'il y a 2 millions, c'est que le frère Souniata vient de dire là, qu'il y a 2 millions d'électeurs qui ne sont pas ivoiriens. En fait, c'est pas normal ça en fait. Comme ils l'ont dit, tout ça est fait en fait pour vous pousser à vous, voilà, à créer la guerre, la méfiance entre les Ivoiriens pour pouvoir venir s'installer encore comme ils ont déjà fait. Laurent Gbagbo qui marche en disant que oui, quand il parle comment on appelle, de les choses, il dit que d'autres sont les vrais Ivoiriens, d'autres ne sont pas les vrais Ivoiriens. Voilà, ça aussi, là, ça c'est le comportement des manipulateurs, le comportement des bons à rien, le comportement des étrangers qui viennent s'installer dans le pays des gens illégalement pour profiter de la richesse des pays des gens inutilement. Là. Ça c'est le comportement de ces personnes-là. Nous avons vu Laurent Gbagbo pendant les 10 ans de règne, là, il n'a rien fait. Il n'a même pas pu déposer, construit, comment on appelle la même une baraque dans son pays, soi-disant village, maternelle, maman. Il n'a rien fait. Il n'a même pas mis de goudron dans son village. Une personne comme ça, là, vous pouvez dire que cette personne-là vous aime? Une personne, il n'a brillé que par son incapacité de gérer, d'apporter la sécurité dans le pays. Il n'est ni plus ni moins qu'un vaurien, un profiteur, un arnaqueur, un violeur, un criminel, un bandit de grand chemin. Voilà ce qui est ce monsieur-là, divisé pour bien régner. C'est ce qu'il est en train de faire.
Ils veulent rentrer dans le fait de oui, celui-là est de quelle origine, celui-là il est un vrai Ivoirien, celui-là n'est pas un vrai Ivoirien. C'est ce que Henri Konan Bédié avait fait aussi. Ça, c'est le lève des étrangers. Parce que l'objectif là, ce n'est pas le bien de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le bien des Ivoiriens. Vous, aujourd'hui, grâce au président Ouattara, là, vous êtes bien sécurisés. Comme il vient de dire monsieur l'éclaireur pro vérité, nos dirigeants achètent les armements de haute qualité, de récentes, pour sécuriser la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Donc ça, c'est une chance qui ne dit pas son nom, malgré l'attaque des pays voisins, les pays étrangers, les pays criminels, les pays vauriens, les pays incapables d'apporter la nourriture, d'envoyer la nourriture, la santé, la sécurité, la lumière à leur population. Ces pays-là sont là, ils jalousent la Côte d'Ivoire, ils veulent voir la Côte d'Ivoire par terre, ils veulent voir les Ivoiriens divisés. En contrepartie, avec la complicité de notre maudit, qui n'est ni plus ni moins que Soro Guillaume, qui est avec eux, en train de fomenter les choses dans le noir, en complicité aussi avec les soi-disant opposants qui sont dans notre pays, ceux-là même qui sont leurs propres ennemis, ceux-là même qui n'ont brillé que par la mort, le sang des Ivoiriens là. Ces personnes-là sont là toujours en train de rôder autour de notre pays, en train de réfléchir à comment faire pour mettre la Côte d'Ivoire par terre. Donc, chers Ivoiriens, levez-vous. Et dès que vous voyez quelque chose qui va à l'encontre de nos intérêts, levez-vous et dites non. Forcez nos dirigeants, forcez notre justice à mettre fin à tout ça. On ne doit plus laisser tomber quoi que ce soit. Quand on voit une personne qui vient dire des choses qui n'est pas normale, qui n'a pas de preuves, on doit lui dire d'envoyer des preuves. Et si cela n'est pas fait, on doit le porter plainte et l'emprisonner pour diffamation. Voilà, donc si vous mettez les autres personnes en prison, pourquoi pas ces personnes-là? Parce que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Parce que ceux-là, les objectifs là, ils vont jeter les mauvaises graines là petit à petit. Et un jour, si on ne fait pas attention, ça risque de prendre. Donc, faites attention. On ne veut plus retourner dans ce que nous sommes quittés auparavant. Donc, on compte sur vous, on compte sur nous-mêmes. Levons-nous et dites non à tous ces criminels, à tous ces malfrats qui rôdent dans notre pays. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci encore des conseils que vous donnez. Il est temps que nous travaillions sur les esprits et sur l'homme intérieur de cette société ivoirienne-là. Sinon, les choses vont extrêmement mal. On a tellement dit, si ces politiciens prospèrent aujourd'hui dans la même bêtise qu'ils ont eu à faire par le passé, c'est parce qu'ils n'ont pas subi les conséquences. Et surtout, ce que moi j'ai dit à nos populations, je ne cesserai de le répéter. Derrière toute cette histoire-là, c'est de provoquer une guerre pour que les Ivoiriens s'entretuent. Mais je demande aux Ivoiriens, apprêtez-vous, massacrer les familles des politiciens aussi. Cette fois-ci-là, arrangeons-nous pour eux-mêmes les massacrer avec leurs familles. Là, comme ça, là, ils vont comprendre que ça ne marche pas toujours. Pour moi, c'est la seule solution. Donc moi, je suis là, je regarde. Ceux qui veulent sauver leur vie, là, on vous a déjà dit ce que vous devez faire. C'est de couper le mal par la racine. En exterminant tous les mauvais politiciens, les politiciens toxiques, les sémeurs de haine, les divisionnistes. Cher maire, merci également à vous. D'accord. Merci beaucoup. À demain sur TikTok, sur Éclaireur, sur EPV, les éclaireurs. Allez, bonne soirée. À demain. Au revoir. Merci beaucoup, cher maire. On vous souhaite un excellent week-end. Alors? Oui, bonjour, cher frère. Bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Donc, on vous laisse. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Tout le monde va bien? Oui, ça va. Merci. Alhamdulillah. Aujourd'hui, il y a tellement de bons sujets, mais on est arrêté, on va aller vite. Ok, moi, frère Sundiata, vraiment, je te suis dans ton combat. C'est monsieur Oubert Oulaye, whatever, là, je ne sais pas. Franchement, c'est ça nous disons. C'est-à-dire le noyau même de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celui-même qui peut nous donner la paix dans tout ce qu'on fabrique, c'est la justice. Parce que regardez ce que ce monsieur a dit.
chère population ivoirienne, l'opposition ne veut pas voir la Côte d'Ivoire en paix. L'opposition veut nous voir en train de nous entretuer. C'est quelle histoire de venir dire qu'il y a les étrangers sur la liste électorale. Et des étrangers qui sont en train de nous parler, c'est qui? C'est nous les gens du Nord. C'est nous toujours dans les problèmes avec cette opposition. C'est-à-dire cette opposition refuse de nous voir ensemble, Ivoiriens, Ivoiriennes. Réveillez-vous. Il faut désavouer ces gars-là. Si la justice ne veut pas faire son travail, vous les Ivoiriens, vous pouvez faire le travail. Il faut désavouer ces gens qui veulent nous diviser à chaque fois. Oubliez que la Côte d'Ivoire est une terre remplie de différentes ethnies. La Côte d'Ivoire est remplie de toute la sous-région de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. On va dire même que toute l'Afrique même se trouve en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent nous diviser là, ils doivent être désavoués. Cette opposition qui est là, c'est une opposition criminelle. Cette opposition qui est là veut seulement voir les Ivoiriens s'entretuer. Franchement, on en a marre. Où sont ces merdiers de société civile? Où sont ces merdiers de ONG? Oui, quand on veut parler des Ruby, vous êtes premiers à sortir pour les Ruby. On vous dit des gens qui veulent que les Ivoiriens s'entretuent. Vous ne sortez pas là-bas. Vous ne donnez pas de vos voix. Oui, ça ne vous intéresse pas. Oui, parce qu'on s'est dit, c'est les gens du Nord. On va dire, on va les éliminer, mais c'est les gens du Nord. Mais hey, on vous tire, on vous le pète. Nous là, nous sommes toujours dans notre position de défense. Vous avez compris? Nous sommes toujours dans notre position de défense. Celui qui va émettre la famille de quelqu'un là, il faut lui montrer comment cette famille-là a été créée. Parce qu'on est fatigué de ça. Il faut faire la vraie politique. Regardez les pays des Occidentaux où les gens se trouvent. C'est à cause de quoi? La sécurité et la paix. Oui, il y a une chose, si tu arrives à chercher ton argent dans un pays là, c'est parce qu'il est en sécurité. Si le pays n'est pas en sécurité, tu ne pourras pas chercher ton argent. Chers Ivoiriens, il faut qu'on désavoue cette opposition morbide, je ne sais pas comment on dit là, n'importe quoi. Mais je vais m'arrêter là. Et puis RHDP, Maman Blanc, merci pour ton édito. Il faut qu'on se dise la vérité. Mettez des gens qui ont envie de travailler avec le cœur pour le RHDP. Parce que nous sommes fatigués de chaque fois ces trucs-là. Et c'est pas la première fois que EPD on vient se plaindre ici de ça. Mais on parle, ça ne change pas. Ça veut dire que quelque part, ça arrange quelqu'un. Pardonnez, dites-nous. Qui est derrière qui ne veut pas faire le travail du Prado? Dites-nous, on a envie de savoir. Merci, cher EPD, demain TikTok. On se retrouve demain dimanche. Merci les tolérants et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui et notre armée. Encore bravo au ministre de la Défense. Merci pour tout ce qui se passe. Et rêve de Gawa. Merci les tolérants. Merci infiniment, cher maire. Merci encore pour cette belle sortie. C'est ce que nous pouvions faire aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous-même qui avez animé. Le temps, il était très coincé. Mais sachez qu'à partir du lundi, vous pourrez vous exprimer. Mais ça commence déjà à partir du dimanche. C'est-à-dire demain sur la plateforme TikTok. Et donc, tous ceux, toutes celles qui veulent prendre la parole, venez. Vous pouvez vous exprimer dans n'importe quelle langue. Vous avez tout le temps là-bas pour vous exprimer. Du dimanche jusqu'au mardi, on fait 48 heures d'émission. Venez vous exprimer et vous posez aussi toutes les questions que vous voulez. Merci à chacun. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Cher maire, d'habitude, c'est la personne qui termine qui nous fait l'honneur de conclure l'émission. C'est donc à vous que revient cette tâche. Nous vous disons merci et vous avez la conclusion. Allô? Allô? Ok. Certainement qu'elle n'arrive plus à nous entendre. Donc, c'était à notre mère de faire la conclusion. Mon micro était fermé, je parlais, désolé. Merci à toi, mon micro était fermé, je ne savais même pas. Ok, merci à tous les EPD, merci à toi l'éclaireur, toujours de nous instruire ici. Et nous allons dire vraiment que Dieu te protège, que Dieu protège tous les EPD. Demain c'est TikTok, Inch'Allah, on va se trouver sur TikTok et que Dieu ait sa main toujours sur la Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Excellente fin de semaine à vous et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie.